On continue d'évoquer, comme je disais, le génocide palestinien, un génocide avec son lot de civils, on l'a dit, plus de 40 000, et encore ce chiffre est certainement plus important. En tout cas, une politique coloniale sioniste dont le vecteur vise d'abord la dépossession identitaire, matérielle, mais surtout culturelle. Le pillage du patrimoine ô combien riche de la Palestine semble être le credo, et non des moindres, de l'idéologie sioniste. Et c'est de cela qu'on va parler avec notre invité du jour. À tout de suite. La tuerie, mais aussi le pillage du patrimoine palestinien, un des piliers de choix dans la politique, voire l'idéologie coloniale. On va en parler justement avec notre invité du jour, Olivier Pironnet. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être des nôtres. Vous êtes journaliste, mais aussi grand reporter. Vous avez notamment travaillé et signé plusieurs travaux concernant la Cisjordanie occupée. On est très content de vous avoir avec nous ce soir. Merci, moi aussi. Alors, Olivier, vous avez par le passé, comme je viens de le dire, longuement et beaucoup travaillé et étudié la colonisation sioniste, notamment en Cisjordanie. Mais je crois, et vous allez nous donner les détails, je pense, que ce qui se passe depuis le 7 octobre dépasse de loin de ce dont vous avez été témoin. Bien, oui, c'est-à-dire que à côté de la stratégie, on va dire du conflit à caractère territorial, politique, colonial mené par Israël, se joue aussi une autre bataille sur le terrain symbolique, c'est-à-dire celui de la culture, de l'histoire. Et c'est une bataille culturelle et idéologique qui remonte à plus d'un siècle, qui remonte aux origines du sionisme politique, puisque les dirigeants sionistes, avant même que soit évoquée l'idée de l'État d'Israël et d'un État, revendiquaient la terre, ce qu'ils appelaient la terre d'Israël, comme leur appartenant de droit, c'est-à-dire en s'appuyant sur un droit exclusif de propriété ancré dans la Bible. Et Ben Gurion notamment, mais d'autres, Herzl commencera à théoriser cette idée. Et puis ensuite, les dirigeants du mouvement sioniste comme Ben Gurion et Chaim Weizmann, quand ils feront valoir leur projet d'État en Palestine, qui deviendra ensuite l'État d'Israël, mettront en avant cette filiation historique des Juifs du monde entier avec les Hébreux, avec les Juifs de l'Antiquité, et ils vont donc, pour appuyer leur argument, expliquer que les Arabes, c'est-à-dire ils les appellent comme ça, les Arabes qui sont présents en Palestine, ne sont que des sous-locataires, des occupants temporaires, et que cette terre leur revient de droit. Et donc, à travers les décennies, avec déjà la montée en puissance du mouvement sioniste en Palestine, puis la création d'Israël, se déroule en parallèle des affrontements, on va dire, territoriaux, politiques, une guerre culturelle qui va porter sur la dépossession de l'identité palestinienne, la destruction du patrimoine mobilier et immobilier palestinien, et aussi sur la récupération de ce qui constitue le cœur de l'identité palestinienne, comme l'alimentation, à des fins nationalistes et à des fins nationales. Alors Olivier, pourquoi est-ce que c'est si important de parler de la culture? Parce que tout simplement les Palestiniens se battent pour leur identité, à contrario d'un sioniste qui tente de créer un récit national un peu surfait, on va en parler naturellement. C'est aussi une résistance palestinienne, par les armes bien entendu, mais aussi c'est une résistance pour défendre la culture palestinienne, car sans culture, il n'y a pas d'identité, ou en tout cas difficile de mettre en place une identité, on le voit avec le sionisme. C'est pour ça que pour nous, on a jugé important de mettre en place ce dialogue avec vous. Alors, oui, vous avez raison, cette culture de résistance, on va dire culturelle, qui s'apparente à ce qu'on appelle le Sumud, hein, la résilience, l'endurance au quotidien. Vous avez la Mukawama, la lutte armée, etc., la résistance, mais vous avez As-Sumud. Et donc, ces attaques contre l'identité culturelle palestinienne, elles concernent plein de domaines. Elles concernent l'art. Alors, moi, j'ai pris dans mon enquête, dans mon article, des exemples qui vont, par exemple, à la récupération du houmous, que les Israéliens appellent maintenant le houmous.
la récupération aussi de la Tahini. On va en parler, Olivier, mais revenons un peu à l'histoire. On va en parler de tous ces plats, cette appropriation, cette piraterie, ça s'appelle comme ça. On le voit, la politique sioniste se base sur un mythe biblique, à savoir que ce seraient les Juifs modernes seraient les descendants du peuple hébreu. Postulat qui est battu sévèrement en brèche par beaucoup d'archéologues israéliens, voire même des historiens comme par exemple Shlomo Sand. Même David Ben-Gurion, le tout premier ministre sioniste, avait reconnu à la fin de sa vie que les Palestiniens d'aujourd'hui descendaient des peuplades de l'Antiquité. Donc on le voit, le mythe sioniste ne résiste pas au réel. C'est ce que vous démontrez dans votre article du Monde diplomatique du mois dernier. Alors, vous avez raison de citer Shlomo Sand, donc on peut citer aussi Ilian Papé. Concernant Ben Gurion, il avait déjà évoqué, en tout cas, il avait déjà expliqué dans un ouvrage qu'il a coécrit et qui a été publié, je crois, dans les années 20, où il disait, et ça c'est notamment Shlomo Sand qui le relève, mais aussi Tom Segev dans la biographie qu'il consacre à Ben Gurion. Ben Gurion expliquait qu'il disait au fond la majorité des Palestiniens, et d'ailleurs il les appelait les Fellahin parce que c'était à l'époque 90% des Palestiniens étaient des paysans, disaient ce sont les vrais descendants des Hébreux anciens. Il le savait pertinemment, mais évidemment dans le cadre du projet de construction d'un État pour les Juifs, eh bien, Ben Gurion, qui lui-même n'était pas croyant, s'est appuyé sur la Bible en répétant la Bible sera notre mandat. Donc, ils vont s'appuyer sur l'archéologie biblique pour justifier la construction d'un État en Palestine, et évidemment avec des formules restées célèbres. Alors, c'est une formule d'Israël Zangweil de 1901. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est-à-dire qu'il fallait désarabiser la terre d'Israël et donc nier l'existence et la présence des Palestiniens. Alors pour cela, pardon, je vous coupe, Olivier, pour cela, oui. Pour désarabiser, il fallait justement le patrimoine palestinien a demeuré et demeure toujours dans le viseur. Pourtant, l'entité sioniste a ratifié en 1957 la Convention de La Haye de la protection culturelle en cas de conflit. Elle n'a pas été respectée en Palestine, mais également au Liban, par exemple, où on a vu les temples de Baalbek la semaine dernière, ou des villages centenaires qui ont été, même des églises, qui ont été bombardées sciemment. C'est une politique volontaire. Il y a aussi, oui, je crois, le dôme de Douris, également, près de Baalbek, qui date du XIIIe siècle après Jésus-Christ et qui a été lourdement endommagé. Dans la bande de Gaza, où on recense à peu près 350 sites archéologiques, dont certains sont d'une importance capitale, 200 ont été partiellement ou entièrement détruits. En Cisjordanie, où on dénombre à peu près 6000 sites, entre 6000 et 7000 sites archéologiques, vous en avez 1 millier qui sont situés dans des colonies. Chaque année, les Israéliens, entre 67 et 93, les Israéliens ont volé à peu près 3 millions d'objets archéologiques et on estime que chaque année, ils en volent plusieurs dizaines de milliers. Les Palestiniens n'ont pas accès à beaucoup de sites archéologiques qui sont pourtant issus et qui font pourtant partie de leur patrimoine. Un exemple aussi, je reviens sur Gaza, les Israéliens ont délibérément détruit ou endommagé la mosquée, la célèbre mosquée Al-Omari de Gaza. Ils remontent aussi, au 7e siècle. Hein. Exactement, c'est l'une des plus anciennes de la région. Ils ont aussi partiellement et lourdement endommagé l'église de Saint-Porphyre, qui est une église grecque orthodoxe. 12e siècle. Voilà, le palais d'Ibrahim Bacha. Bref, et puis ils ont aussi, surtout, ils ont fait preuve d'un cynisme à toute épreuve, puisqu'ils ont dérobé toute une série d'artefacts archéologiques qui ont été ensuite exposés comme des trophées de chasse dans une salle du Parlement israélien, et c'est même le
le ministre des Antiquités d'Israël. C'est une institution très importante. Le directeur des Antiquités d'Israël, c'est une institution très importante en Israël, qui a présenté ça sur son compte Twitter. Mais déjà en 67, Olivier, lors de la colonisation d'El-Quds, l'armée coloniale s'était emparée du musée archéologique national palestinien, oui. Un musée qui renfermait des trésors, comme par exemple les célèbres manuscrits de Qumran ou les manuscrits de la mer morte, mais aussi beaucoup de livres très anciens. Et vous l'avez dit, selon les estimations, entre 67 et 92, je crois, l'entité sioniste aurait saisi 3 millions d'objets archéologiques qui sont un lien direct, une preuve directe de la présence des Palestiniens sur cette terre. Et oui, et ça continue, puisque dans le cadre de la colonisation, les Israéliens sont en train, notamment, alors il y a un célèbre site, ce sont ce qu'on appelle les terres de bâtir, qui sont connues pour leur culture en terrasse plantées d'oliviers et de vignes, qui sont dans le viseur des colons. Il y a maintenant un plan d'agrandissement d'une des colonies qui jouxte Bâtir Beitar Illit, et il y a également maintenant un plan de construction de 2 nouvelles colonies sur une partie des terres de Bâtir. Il y a déjà un avant-poste qui a été créé au mois de décembre dernier. Vous avez également à Sébastia, qui est un site très important, c'est à Naplouse, c'est un village près de Naplouse, c'est un site archéologique très important. Les Israéliens ont saisi une partie des terres pour, je cite les Israéliens, pour développer le tourisme. Donc, et développer évidemment le tourisme uniquement pour les Israéliens et pour mettre en valeur l'identité juive de ces sites, puisqu'ils sont, ils considèrent que tous ces sites leur appartiennent en vertu de leur présence plurimillénaire et biblique sur cette terre. Alors Olivier, il y a toute cette entreprise de pillage, il y a une séquence qui concerne directement l'Algérie, on le voit, l'histoire est seul juge de notre discussion. L'histoire prouve également, comme je viens de le dire, le lien entre la Palestine et l'Algérie, entre la Palestine et la terre de Palestine et l'Algérie, avec la destruction sioniste du quartier des Marareba ou des Maghrébins construit au XIIe siècle, je crois que c'était en 1194 ou 95, par le fils de Salah ad-Din qui servait de refuge aux futurs pèlerins à la Mecque. Et il y a une figure importante de l'époque qui n'est rien d'autre que le saint algérien Sidi Abou Medjen. Le quartier, bien entendu, sera rasé, il y aura une destruction dont la résultante sera réduite en poussière. 400 familles seront chassées en 1967 par les sionistes. On le voit, donc le sionisme, on tente de le démontrer en tout cas avec vous ce soir, veut effacer toute trace de la civilisation arabo-musulmane sur place. Exactement. D'ailleurs, quand vous allez dans certains musées, l'histoire a été complètement réécrite. Vous avez même la présentation d'œuvres ou d'artefacts qui sont en langue hébreu ou en anglais et non plus en arabe. C'est le cas, par exemple, je crois, dans le musée Rockefeller, où il n'y a pas d'inscription, d'écrit, de présentation en arabe. Et oui, évidemment, l'enjeu pour les Israéliens, c'est d'effacer toute présence arabo-musulmane. Alors, évidemment, arabo-musulmane, et donc arabo-chrétienne également, puisque peu de gens savent qu'il y a aussi des chrétiens en Palestine, et ça permettrait de comprendre que ce n'est pas une guerre de religion, c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre déclenchée c'est pas un choc des civilisations. Au nom de l'islam. C'est une guerre, c'est un conflit colonial, c'est un conflit culturel, c'est un conflit politique, et qui veut, effacer le caractère pluriel de l'identité palestinienne avant la création d'Israël et même avant l'arrivée des premiers sionistes. Il y a des vestiges, des vestiges cananéens. 80% de musulmans, 10% de chrétiens, 10% de juifs. C'était une société plurielle qui vivait en relative harmonie. Mais même des vestiges cananéens, philistins, égyptiens, romains, ottomans, tout ça a été petit à petit émietté, voire effacé.
Dernière question, Olivier, ça rapporte directement avec la France qui est aussi coupable de cette politique de pillage. On se souvient de la vente en 2021 par la grosse entreprise LVMH d'un kéfier aux couleurs sionistes qui a été vendu à presque $600. Alors que le kéfier appartient, on le sait, c'est d'une autorité publique, ça appartient aux Palestiniens, c'est le symbole même de la résistance palestinienne. Alors que ce kéfier a été approprié par LVMH, vendu aux couleurs des sionistes. Donc on le voit, la guerre culturelle a ses alliés et prend différentes tournures. Alors effectivement, vous parlez je crois que le prix exact, donc je regarde parce que je crois que c'était 382 euros, non 582 euros. Ouais, j'ai dit $600 à peu près, ouais. Oui, oui, et vous avez raison. En fait, plusieurs, on va dire, énormément de symboles et de traditions typiquement palestiniennes, en tout cas typiquement levantines aussi, ont été récupérés évidemment par les Israéliens, dont le fameux kéfier. Moi, je me souviens, il y a quelques années, avant d'aller prendre l'avion, de retour de reportage, et m'être baladé dans Tel Aviv Sud, qui est un peu, où il y a une partie un petit peu, on va dire, bobo de Tel Aviv. On pouvait trouver des kéfiers alors multicolores, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de kéfier blanc et noir ou blanc et rouge comme ceux qu'on trouve en Palestine parce que c'est trop marqué politiquement, mais on pouvait trouver des kéfiers violets, fuchsia, rose, etc. Et c'est devenu un accessoire de mode de la même façon que le tatri, c'est-à-dire l'art de la broderie typiquement palestinien, a été récupéré par des stylistes très en vogue israéliens et qui ensuite les déclinent sur différents vêtements et qu'on peut retrouver sur les hipsters de Tel Aviv et qui sont vendus à des prix faramineux. Quant à Louis Vuitton, oui, ils ont fait un kéfier aux couleurs du drapeau national israélien et qui a été vendu à peu près 600 euros. $600, ce qui à l'époque a suscité la polémique. On peut citer énormément de cas, et puis il y a évidemment la question, mais qui est déjà un peu plus connue, la question culinaire, puisqu'aujourd'hui, le néophyte qui découvre le hummus peut penser que c'est un mets typiquement israélien, parce que ça a été rangé parmi les plats nationaux israéliens, de la même façon que les Israéliens revendiquent la paternité du couscous, notamment par exemple le maftoul palestinien. Pour eux, c'est pas palestinien. On devrait surnommer le maftoul, c'est-à-dire une variante proche-orientale du couscous. On devrait l'appeler couscous juif ou couscous israélien, mais pas couscous palestinien. Encore une fois, il s'agit de nier l'existence des Palestiniens, l'identité, l'histoire et de la culture palestinienne, de son histoire. Mais ce n'est pas chose facile, puisque les Palestiniens ont appris depuis des décennies à résister à cette offensive culturelle. Merci beaucoup, Olivier. On le voit, la guerre comprend plusieurs aspects, dont l'aspect culturel. Merci, grâce à vous, on a un peu mieux compris, ou en tout cas tenté de cerner le sujet, qui est naturellement beaucoup plus profond et complexe. On tentera d'organiser d'autres échanges avec vous, Olivier. Avec grand plaisir. Journaliste et grand reporter, merci pour votre contribution à la discussion du jour. Et j'espère à très bientôt pour un sujet rarement étudié. Grand merci, je vous dis à bientôt, Olivier. Merci. Moi aussi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie aussi. Au revoir.